Alors, on va voir dans cette vidéo comment on peut utiliser la résolvante qu'on a définie dans la vidéo précédente pour établir qu'une formule est une tautologie ou bien pour montrer qu'une conséquence logique est valide. Donc, je vous rappelle la résolvante, qu'est-ce que c'est? Donc, on a deux clauses A et B, donc des disjonctions de littéraux. Donc, pour pouvoir trouver la résolvante, il faut que dans les deux clauses A et B, on trouve dans l'une un littéral et dans l'autre sa négation. Donc on va pouvoir couper la lettre qui correspond à ce littéral et donc on va obtenir pour résolvante la clause D ou E. Voilà, donc on a résolu, les P et non P sont les littéraux résolus. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien on va prendre une formule H sous forme normale conjonctive et puis une clause. Et on va donc définir ce qu'on appelle une preuve par coupure, déduction par résolution, de B à partir de H qui est donc l'hypothèse. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien en fait, il s'agit d'écrire une suite finie de clauses. On ne connaît pas le nombre, mais on sait qu'on va s'arrêter quand on sera tombé, quand on aura réussi à obtenir la clause que l'on veut déduire, c'est-à-dire B. On s'arrêtera quand Sn égale B. Et comment on va construire les autres termes de la suite? Eh bien, soit en prenant des clauses de H, donc SI sera soit une clause de H, ou alors ça sera la résolvante de deux termes, Sj et Sk, déjà rencontrés, donc avec J et K strictement inférieurs à I. Bon, voilà, c'est ça qu'on appelle une preuve par coupure. Alors, dans la pratique, ce n'est pas ça qu'on va faire tout à fait. On va plutôt faire, on va faire une preuve par coupure de la négation de la formule qu'on veut établir. Ça s'appelle une réfutation. Donc, une réfutation d'une formule, par résolution, c'est une déduction de cette... on va déduire la clause vide à partir de cette formule. Donc, si à partir d'une formule on déduit la clause vide, eh ça voudra dire que la formule elle est contradictoire et que c'est la négation qui est au contraire valide. Alors c'est ce qu'on fait souvent, ce qu'on a déjà fait par exemple dans la méthode des tableaux quand on veut obtenir une formule, montrer qu'une formule est une tautologie, eh bien on commence dès le départ, on prend la négation, puis on vérifie que toutes les branches ferment. Ça veut donc dire que finalement il n'y a rien qui marche au niveau de la négation. La négation est contradictoire et donc ça veut dire que la formule est une tautologie. Bon, mais là on va procéder de la même manière. C'est le théorème de résolution qui dit qu'une formule F est contradictoire si et seulement si il existe une réfutation de F. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors vous voyez qu'il y a si et seulement si, ça veut dire que vraiment ça marche dans les deux sens. Si vraiment une formule est contradictoire, c'est équivalent à dire qu'il existe une réfutation. Comment on va s'y prendre? Eh bien, dans la pratique, donc, il faut essayer d'avoir non-F un FNC. Alors, pour avoir non-F un FNC, le plus facile, c'est d'avoir F un FND. Ça, c'est le plus agréable. Trouver une formule en forme normale disjonctive, bon, pas difficile. Mais si on prend la négation, on peut se rendre compte que ça sera automatiquement, en appliquant la loi de Morgan, on obtient très facilement non-F en FNC. Et ensuite, une fois qu'on a non-F en FNC, donc on a les clauses correspondantes, eh bien on va essayer de trouver une réfutation de non-F. Si on y arrive, ça voudra dire que non-F est contradictoire et donc que F est une tautologie. Alors dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Voilà une formule. Alors, j'ai eu la bonne idée de l'écrire directement en FND, pour que ce soit plus simple. Donc, c'est une disjonction. Ça veut dire que je vais pouvoir, quand je vais faire non-F, je vais trouver une conjonction de clauses. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 clauses. Vous voyez, chaque fois, je prends la négation. Donc, c'est et, P, et non-S, et Q, et non-T. Et là, à la place de P et Q et non S, donc non P ou non Q ou S, etc. etc. Donc, je commence
Alors, j'ai regardé un peu, j'ai vu que, bon, je commence par la S1, et je commence par prendre la deuxième clause. Je prends la deuxième clause parce que je vais pouvoir, en prenant ensuite la troisième clause qui est P, donc j'écris S1, non P ou non Q ou S, ça vient de, c'est le numéro 2. Dans l'ensemble des clauses, je vais numéroter 2. Pour S2, je prends P, c'est la troisième. Je prends ma résolvante, ça me fait, les P s'en vont, il me reste non Q ou S. Je prends Q, puisque je l'ai là, numéro 5, non Q ou S, Q, et j'obtiens, donc comme ça, S, résultant de S3 et S4. Comme j'ai non S, comme en S6, je prends non S, qui est la quatrième clause, et il ne me reste plus qu'à faire la résolvante de S5 et S6, et j'obtiens la clause 8. Donc, on a réfuté non F, ça veut dire que F est une tautologie. Non F est contradictoire, donc F est une tautologie. Donc voilà ce que ça donne dans le cas d'une formule. Maintenant, qu'est-ce que ça donne pour une conséquence logique? Donc, l'idée, c'est en fait, quand on a une conséquence logique, c'est de transformer notre conséquence logique, le transformer en une tautologie. Dire que B est conséquence logique de A, on a vu que c'était équivalent à dire que la formule A implique B est une tautologie. Et donc ensuite, on peut prouver la formule A implique B par résolution, hein, comme on l'a fait précédemment. Alors, plus précisément, si on a déjà des clauses, c'est-à-dire que si notre formule A, elle est déjà décomposée, je l'ai sous forme de clauses, un certain nombre de clauses, et je veux prouver la formule qui est là. Comment je vais faire? Eh bien, première chose, propriété de conjonction, ça, c'est équivalent à ça. C'est une propriété qu'on a vue déjà. On peut remplacer toutes les hypothèses par une formule qui la conjonction des hypothèses. Deuxième chose, propriété de déduction, je peux remplacer ce que j'ai fait ici, hein, cette conséquence logique par une tautologie. Donc, ça devient ce truc-là. Mais propriété de l'implication, hein, c'est que P implique Q, c'est non P ou Q, donc ça va faire non tout ça ou B. Loi de De Morgan, ça fait non C1 ou non C2, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la formule que je veux établir. Bon, mais pour établir cette formule, il faut que je réfute, hein, la négation. Donc, il faut que je prenne la négation de ça. Et donc, c'est normal que je retrouve C1, C2, Cn en prenant la négation. Et puis ici, il va falloir que je rajoute non B. Pas exactement non B, parce que si non B n'est pas une clause, il va falloir que je rajoute les clauses de la formule non B. Donc, à moi de faire le travail pour trouver ces clauses. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Un exemple. Voilà un raisonnement. Vous avez 3 hypothèses. Donc ça, c'est déjà 3 clauses. Si ce n'était pas des clauses, il faudrait se débrouiller pour faire apparaître des clauses, hein, en décomposant sous forme normale. Voilà. Mais ici, c'est déjà fait. Donc on peut se concentrer sur l'aspect résolution. Le résultat, c'est aussi une clause. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 3 clauses qui sont là et je prends la négation, attention, de ce qu'il y a à droite, donc non R. À partir de là, je vais dériver, c'est comme ça qu'on dit, je vais essayer de dériver la clause vide en partant de mes 4 clauses. Donc, j'y vais de manière tout à fait mécanique. Je me rends compte que là, il y a non P et que P, je l'ai déjà ici. Donc, je vais prendre premier terme S1, je vais prendre non P ou Q ou R. Et pour S2, je vais prendre P. Comme ça, je vais pouvoir obtenir Q ou R et couper P en prenant la résolvante de S1 et S2. Puis, je vois que je dispose de non R, de m'en servir. J'obtiens Q. Bon, alors maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec Q? Bon, il y a ça que je n'ai pas utilisé, donc ça tombe bien. Donc S6, j'utilise le 2. Je coupe les Q, ça fait, il reste non P. Or, j'avais déjà P en S2. Donc, il me suffit de prendre la résolvante de S2 et de S7 et j'obtiens bien la clause vide.
Et ça achève mon propos. Ce qui était important que je ne vous ai pas dit, c'est cette troisième colonne-là. Il faut absolument que vous écriviez d'où ça sort ce que vous écrivez là, parce que sinon on ne peut pas suivre. Si vous numérotez pas les clauses et si vous écrivez pas ce que vous faites à chaque étape, on ne peut pas vous noter. Vous ne pouvez pas avoir une note correcte parce qu'on ne peut pas savoir si vous avez compris. Donc ça, c'est tout le temps. Hein. C'est vraiment, c'est pas juste pour s'entraîner. Il faudra le faire tout le temps. Numéroter les clauses. Peut-être qu'il y en aura 20 des clauses. Donc vous voyez, si on ne numérote pas, on ne sait plus du tout où on en est. Et donc on avance comme ça, proprement, en disant à chaque fois qu'est-ce qu'on prend, résolvante, etc. Bon, vous voyez, peut-être vous vous rendez compte que, bon, moi j'ai choisi une certaine stratégie. Si ça se trouve, c'est pas du tout la meilleure, c'est-à-dire que je suis incapable de dire là s'il n'y a pas des choix plus judicieux qui permettraient de conclure, au lieu de conclure en 7 étapes, de conclure ici en 4 étapes. C'est tout à fait possible. C'est pas grave. J'ai réussi à obtenir ma clause vide, donc c'est l'essentiel. Bon, ça veut dire qu'il faut trouver votre chemin. Là, moi, je vous en propose un, mais si vous en trouvez un autre qui est à vous, eh bien, c'est sûr que c'est mieux. Hein, c'est à vous de le trouver. Ce n'est pas un algorithme là qu'on vous propose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent vous permettre d'aboutir au bon résultat. Hein, c'est pas comme quand on vous donne un algorithme, par exemple l'algorithme pour mettre en forme normale, normalement, c'est le cas de le dire, on doit aboutir à la même formule, puisque voilà, si on suit l'algorithme de manière stricte, eh ben, le résultat d'un algorithme, il n'y en a qu'un. Donc cela achève notre partie de la logique des propositions consacrée à prouver que une formule est une tautologie ou qu'une conséquence logique est vérifiée. Donc le prochain chapitre alors, on va prouver un peu la même chose, mais avec des outils très différents.